Mes parents m'ont appelé une voleuse et m'ont fait arrêter pour un faux vol parce qu'ils voulaient rompre mes fiançailles pour ma sœur jalouse. J'ai tout perdu. Papa a dit, sors, ne reviens pas. Mais des heures plus tard, ils sont revenus vers moi désespérés et suppliant de l'aide. L'humidité à Charleston ressemble généralement à une étreinte chaleureuse, mais cette nuit-là, j'avais l'impression qu'elle m'étouffait. Je me tenais au centre de la grande salle de bal de l'hôtel Dewberry, entouré par le parfum d'un millier de roses blanches et le tintement du cristal coûteux. C'était censé être la plus belle nuit de ma vie, ma fête de fiançailles. Ethan, l'homme de mes rêves, se tenait à côté de moi, sa main posée de manière possessive sur le creux de mon dos. Tout était parfait jusqu'à ce que la musique s'arrête. Ce ne fut pas une disparition progressive. Ce fut un silence brutal qui coupa la pièce comme une lame. J'ai regardé vers l'entrée, m'attendant à voir plus d'invités, mais à la place, j'ai vu des lumières bleues et rouges clignoter contre les portes en acajou. 4 policiers sont entrés, leurs bottes lourdes et rythmiques contre le sol poli, mon cœur battait contre mes côtes. Chloé Vance, a demandé l'officier principal, sa voix résonnant sur le plafond doré. J'ai cligné des yeux, ma voix se coinçant dans ma gorge. Oui. Vous êtes en état d'arrestation pour vol qualifié. La pièce a basculé. J'ai senti la main d'Ethan tomber de mon dos. Les murmures de la foule se sont élevés comme un essaim d'abeilles. Derrière les officiers, mon père, Robert Vance, s'est avancé. Il ne ressemblait pas à un parent en deuil. Il ressemblait à un juge prononçant une peine de mort. À côté de lui, ma mère sanglotait dans un mouchoir en soie, et ma sœur Mia avait la tête baissée, les épaules tremblantes. Officier, c'est elle, a dit mon père, sa voix plate et glaciale. Nous avons trouvé le collier dans sa pochette il y a quelques minutes à peine. J'ai essayé de tout lui donner, mais elle n'a pas pu lutter contre sa nature. C'est une voleuse. Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée. Et pendant une seconde, la police, les menottes et les visages choqués de ma future belle famille ont disparu. Tout ce que j'ai vu, c'est la lueur froide et calculatrice dans les yeux de mon père. Il n'était pas surpris. Il était triomphant. L'officier n'a pas attendu mes explications. Il a attrapé mes poignets, et l'acier froid des menottes s'est enclenché. Le son était assourdissant. C'était le son de ma vie se brisant en 1 million de morceaux. J'ai regardé Ethan, cherchant une étincelle de croyance, mais son visage était un masque d'horreur et de doute. Mes parents l'avaient fait. Ils avaient brûlé mon pont vers une nouvelle vie juste au moment où je le traversais. Sortez-la d'ici, a craché mon père en s'approchant de moi. Il s'est penché, sa voix un sifflement bas que moi seul pouvais entendre. Je t'avais dit que tu ne serais jamais meilleur que Mia. Maintenant, sors et ne reviens jamais. Tu es morte pour cette famille. Alors qu'il m'emmenait, la dernière chose que j'ai vue était Mia levant les yeux de ses mains. Elle ne pleurait pas. Elle souriait d'un air suffisant. Je m'appelle Chloé Vance et j'ai 27 ans. Pendant 27 ans, j'ai cru que les liens du sang étaient plus forts que tout. J'ai cru que même si mes parents ne célébraient pas mes victoires, ils me soutiendraient au moins quand le monde deviendrait froid. Mais j'avais tort. Cette nuit-là au Dewberry, alors que la portière de la voiture de police se refermait sur ma robe de créateur, j'ai réalisé que pour certaines familles, le sang n'est pas un lien, c'est une arme. Mes parents ne m'ont pas seulement piégé, ils m'ont effacé. Ils ont vu une chance d'échanger l'avenir d'une fille contre le confort d'une autre, et ils n'ont pas hésité. Ils ont choisi un mensonge plutôt que leur propre chair et leur propre sang parce que ce mensonge servait un but cruel et spécifique. Il était conçu pour rompre mes fiançailles avec Ethan, un homme issu d'une famille qu'ils voulaient désespérément pour ma sœur, Mia. En me faisant arrêter, ils ont fait de moi une paria dans la seule ville que j'ai jamais appelée ma maison. Dégageant ainsi la voie pour que Mia entre dans la vie que j'avais travaillé si dur à construire. Avant d'entrer dans l'histoire complète de la façon dont ce cauchemar a commencé et de la manière incroyable dont il s'est finalement terminé, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment à mettre davantage de ces histoires en lumière. De plus, j'adore voir notre communauté grandir. Alors, veuillez indiquer votre emplacement et votre heure locale dans les commentaires ci-dessous. Je veux savoir d'où dans le monde vous écoutez en ce moment. Maintenant, laissez-moi vous ramener en arrière. Pour comprendre pourquoi un père enverrait sa propre fille en prison pour un crime qu'il savait qu'elle n'avait pas commis, vous devez comprendre la dynamique de la maison Vance. Vous devez comprendre la dynamique Chloé contre Mia,
l'histoire de la fille invisible et de l'enfant chéri. Cela a commencé bien avant que le collier ne disparaisse dans une maison où l'air était lourd de la pression étouffante d'être parfait. Notre maison à Charleston était un beau mensonge. De l'extérieur, avec son porche enveloppant, ses azalées bien entretenues et le charme historique du quartier français, elle ressemblait au décor d'un portrait de famille parfait. Mais à l'intérieur de ses murs, l'air était divisé. Il y avait un côté de la maison qui baignait dans une lumière dorée où tout était célébré. Et puis il y avait le coin où je vivais, les ombres. Ma sœur Mia a 2 ans de moins que moi, mais aux yeux de nos parents, elle était toujours à des années-lumière en avance. Mia ne se contentait pas d'entrer dans une pièce. Elle se donnait en spectacle. Elle avait cette façon d'incliner la tête et de faire un sourire à faussettes qui faisait fondre mon père Robert et faisait rayonner ma mère Sarah d'une fierté qu'ils ne m'ont jamais adressée une seule fois. Mia était l'enfant chéri. Elle était la pom-pom girl, le papillon social, la fille qui pouvait dépenser $400 pour une robe et donner à mes parents l'impression que c'était un investissement dans le statut social de la famille. Moi, j'étais la fille silencieuse. Je n'étais pas rebelle. Je ne cherchais pas les ennuis. Et je n'étais certainement pas lente d'esprit, bien qu'il me traite souvent comme si je l'étais. J'étais simplement facultative. Il y a un type de douleur spécifique qui vient du fait d'être oublié dans sa propre maison. Ce n'est pas la même chose que d'être ignoré. Ignorer quelqu'un demande un effort. Être oublié signifie que vous n'êtes même pas un facteur dans l'équation. Je me souviens d'un samedi précis au lycée. J'avais passé des mois à travailler sur un portfolio pour un concours local de design pour les jeunes. J'avais même mis un prospectus sur le réfrigérateur juste à côté du programme de Mia pour ses réunions du comité social du week-end. Quand le samedi matin est arrivé, la maison était un tourbillon d'activités. « Chloé, as-tu vu les rubans blancs de Mia ?» a crié ma mère. Elle a un rassemblement de motivation cet après-midi et tout doit être parfait. Maman, mon exposition commence à 2h, ai-je dit. Mon père n'a même pas levé les yeux de son journal. C'est bien, Chloé. Nous essaierons de passer si le rassemblement se termine tôt, mais tu sais à quel point c'est important pour ta sœur. Je suis allé à la galerie seul. J'ai passé 3 heures debout à côté de mon travail, expliquant ma vision à des étrangers qui regardaient mon art avec plus d'intérêt que ma propre chair et mon propre sang ne l'avaient jamais fait. J'ai remporté le prix de l'artiste émergente ce jour-là. Quand je suis rentré chez moi, débordante d'une petite étincelle d'espoir, la maison était déjà en mode de pleine célébration. Il y avait des ballons et un gâteau qui disait les Mia, notre étoile, car elle avait figuré dans un extrait de 30 secondes aux nouvelles locales. J'ai gagné, ai-je murmuré, tenant mon trophée. Ma mère a jeté un coup d'œil au trophée, puis a regardé Mia à nouveau. C'est charmant, Chloé. Mets-le sur ton étagère. Maintenant, aide-moi avec ces assiettes. Nous avons un dîner spécial pour ta sœur. C'était le modèle de ma vie. Mia était le grand titre et j'étais les petits caractères que personne ne prenait la peine de lire. En grandissant, l'écart n'a fait que se creuser. Mes parents accordaient de la valeur à 2 choses, les apparences et le potentiel d'une connexion avec la haute société. Mia, avec son charme calculé et son obsession pour le statut, a livré exactement ce qu'il voulait. J'ai appris à m'adapter. Puisque je ne pouvais pas être la fille qu'il remarquait, j'ai décidé d'être la fille qu'il ne pouvait pas ignorer. Pas par le bruit, mais par le succès. J'ai versé ma solitude dans mon travail. Le design est devenu mon oxygène. Pendant que Mia était à des fêtes, j'apprenais les complexités de l'architecture, de la mode et des affaires. Je me construisais un monde où leur approbation n'avait pas d'importance. Je pensais qu'en devenant indépendante, j'échappais à l'ombre. Mais je n'ai pas réalisé que pour des gens comme mes parents, mon indépendance était une insulte. Mia a vu le changement en premier. Elle a vu comment mon entreprise commençait à se développer. Elle a vu comment les gens à Charleston commençaient à reconnaître mon nom. Et elle savait que tant que je réussissais selon mes propres termes, elle n'était pas la seule étoile dans le ciel. Elle a commencé à m'appeler plus souvent, prétendant être la sœur solidaire dont j'avais toujours rêvé. J'étais tellement affamé de son affection que je lui ai confié chaque détail, chaque vulnérabilité. Je ne savais pas que je lui remettais les plans de ma propre destruction. Au moment où j'ai rencontré Ethan, la tension dans notre maison était un ressort enroulé. Et quand mes parents ont réalisé qu'Ethan, riche, respecté, et exactement le genre d'homme qu'ils avaient envisagé pour Mia, m'avait choisi, la fille invisible,
le ressort a finalement lâché. Il ne voulait pas seulement que Mia ait ce que j'avais. Il voulait s'assurer qu'il ne me restait plus rien du tout. J'ai rencontré Ethan un mardi d'octobre. Je me souviens de la date car c'était le même jour où j'avais finalement décidé de quitter le manoir Vance pour m'installer dans un petit studio exigu au-dessus d'une boulangerie dans le quartier ouest. Mes parents m'avaient regardé avec un mélange de confusion et de dédain quand je le leur ai dit. Mon père avait ri, un son court et aigu qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu seras de retour dans un mois, Chloé. Tu n'as pas l'estomac pour le monde réel. » Mais je l'avais. C'est lors d'un gala de charité pour la Société historique de Charleston, où je faisais du bénévolat en tant que décoratrice junior, que je l'ai vue pour la première fois. La salle était remplie de l'élite de la ville. J'étais caché dans un coin, ajustant un arrangement floral, quand une voix derrière moi a dit « Vous avez un œil incroyable pour l'équilibre. » La plupart des gens l'auraient simplement laissé tel quel. Je me suis retourné et je me suis retrouvé à regarder dans les yeux les plus calmes que j'ai jamais vus. « Je suis Ethan Caldwell », a-t-il dit en tendant une main. C'était le début. Au cours des 6 mois suivants, Ethan est devenu la première personne dans ma vie qui m'a vraiment entendu. Il ne se souciait pas du non-Vance ou du récit de l'enfant chéri que mes parents avaient soigneusement construit pour Mia. Il était un architecte à succès, quelqu'un qui comprenait le langage des lignes, des ombres et des structures. Quand je lui montrais mes croquis, il ne se contentait pas de sourire et d'acquiescer. Il posait des questions sur l'inspiration, le choix des matériaux, l'intégrité structurelle. Pour la première fois en 27 ans, je n'étais pas invisible. J'étais vu. Ethan venait d'une famille qui représentait la vieille fortune de la manière dont mes parents ne faisaient que rêver. Passer du temps chez eux, c'était comme entrer dans un univers différent. Naturellement, je voulais partager ce bonheur avec ma famille. J'ai invité Ethan à dîner chez mes parents, pensant que ce serait le pont dont j'avais besoin. J'aurais dû être plus lucide. Au moment où Ethan a franchi la porte d'entrée, l'atmosphère de la pièce a changé. Mon père, Robert, a adopté son personnage de magnate des affaires. Ma mère était excessivement gracieuse, ses yeux se posant constamment sur la marque de la montre d'Ethan. Mais c'est la réaction de Mia qui a été la plus glaçante. Elle se tenait en haut des escaliers, portant une robe beaucoup trop formelle, ses cheveux parfaitement coiffés. Quand je les ai présentés, elle s'est donnée en spectacle. Elle a passé tout le dîner à essayer de détourner l'attention d'Ethan de moi. « Chloé est tellement courageuse, tu ne trouves pas, Ethan ?» a dit Mia en inclinant la tête avec ce sourire à faussettes étudiées. Vivre dans ce petit appartement au-dessus d'une boulangerie, je ne pourrais jamais le faire, mais Chloé a toujours été robuste. Mon père a gloussé. Robuste est un mot pour le dire. Elle a toujours été celle pour qui nous n'avions pas à nous inquiéter parce que, eh bien, elle n'a pas les mêmes attentes que Mia. J'ai ressenti la piqûre familière, mais Ethan n'a pas manqué une occasion. Il a pris ma main sous la table et l'a serrée. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'être robuste, Monsieur Vance, a dit Ethan, sa voix calme et posée. Je pense qu'il s'agit d'être indépendante. Chloé construit quelque chose à partir de zéro. C'est plus impressionnant que d'hériter d'une vie que vous n'avez pas construite. Le silence qui a suivi a été assourdissant. La mâchoire de mon père s'est contractée. Le sourire de Mia a vacillé, devenant quelque chose de fin et de tranchant. À ce moment-là, j'ai vu la jalousie s'enflammer dans ses yeux. Ce n'était pas seulement que j'avais trouvé quelqu'un. C'était que j'avais trouvé Ethan. Ce dîner n'était pas un pont. Ce fut le moment où les Vance ont décidé que ma lumière brillait trop fort et qu'ils allaient faire tout ce qu'il fallait pour l'éteindre. La semaine suivante, l'air dans notre maison de Charleston était étrangement calme. Mes parents avaient invité Ethan et ses parents pour un dîner de célébration formelle. Ils ont dit qu'ils voulaient porter un toast à notre avenir. En surface, il semblait qu'ils avaient finalement accepté la réalité que j'allais de l'avant. Mais en y repensant maintenant, je réalise que ce dîner n'était pas une célébration. C'était une embuscade. Ma mère Sarah portait l'héritage de la famille Vance, un magnifique collier en diamant classique qui avait été transmis sur 3 générations. Il valait au moins 50 000 $. Mais pour mes parents, sa valeur était un symbole du statut qu'ils cherchaient si désespérément à maintenir. Toute la soirée, ma mère s'est assurée que tout le monde le remarque. Il est magnifique, n'est-ce pas, a dit Mia en se penchant vers la mère d'Ethan. Maman dit qu'il est censé aller à la fille qui perpétue l'héritage familial.
C'est dommage que Chloé n'ait pas besoin de choses comme ça dans sa nouvelle vie indépendante. J'ai ignoré la pique. J'étais trop heureuse. Au milieu du plat principal, ma mère a halté. Elle a porté la main à son cou, les doigts tremblants. Mon collier, il a disparu. Le bruit des couverts frappant la porcelaine a résonné comme des coups de feu. La pièce est devenue silencieuse. Nous avons tous regardé son cou nu. J'ai dû le faire tomber, a-t-elle murmuré, son visage prenant une teinte blanche, pâle et maladive. Ne t'inquiète pas, Sarah, a dit mon père en se levant. Il n'a pas pu aller loin. Tout le monde, s'il vous plaît, restez où vous êtes. Nous allons juste faire une recherche rapide. Nous avons cherché sur le tapis, les chaises, le couloir et la salle de bain. Rien. La tension dans la pièce montait. C'est ridicule, a dit Mia, sa voix aiguë et paniquée. Ce collier ne disparaît pas comme ça. Quelqu'un doit l'avoir. Eh bien, peut-être que quelqu'un l'a ramassé par erreur. Ses yeux se sont posés sur ma pochette, qui était posée sur le buffet près de la porte. C'était un petit sac en soie qu'Ethan m'avait offert. Mia, ne le suggère même pas, ai-je dit, ma voix froide. Je ne suggère rien, Chloé, a pleuré Mia, ses yeux se remplissant de larmes théâtrales. Mais nous devons le trouver. Vérifions simplement les sacs de tout le monde pour pouvoir passer à autre chose. Si nous le faisons tous, personne n'est visé, n'est-ce pas? Mon père m'a regardé. Elle a raison, Chloé. Pour la tranquillité d'esprit de nos invités, dissipons simplement les soupçons. J'ai senti une boule froide se former dans mon estomac. Je me suis approché du buffet et j'ai ramassé ma pochette. J'y ai senti un poids étrange. Mon cœur a commencé à s'emballer. J'ai ouvert le fermoir, les doigts tremblants. J'ai incliné le sac au-dessus de la table en acajou. Le collier en diamant en est tombé. Il a heurté le bois avec un bruit sourd, le diamant scintillant d'un air moqueur. Une exclamation collective a traversé la pièce. Chloé. La voix d'Ethan était un murmure rempli d'un doute soudain et aigu. Je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas comment c'est arrivé là, ai-je balbutié. Je n'ai pas touché à ce collier. Quelqu'un a dû le mettre là. Le mettre là, a rugi mon père. Tu étais la seule près du buffet après le début du dîner. Chloé, nous t'avons vu. Je n'y étais pas. J'allais juste chercher mon téléphone. C'est pour cela que tu voulais être indépendante, a sangloté ma mère en se cachant le visage dans les mains. Pour pouvoir voler ta propre famille. Notre amour n'était-il pas suffisant pour toi, Chloé? Devais-tu prendre la seule chose qui comptait le plus pour moi? Mia s'est avancée vers moi, son visage étant un masque de déception, mais je l'ai vu. La minuscule lueur fugitive de triomphe dans ses yeux. Comment as-tu pu nous faire ça, Chloé, surtout ce soir devant Ethan? Tu as fait ça, ai-je murmuré en regardant directement Mia. Tu l'as mis dans mon sac quand j'étais dans la cuisine. Comment oses-tu? Mon père s'est interposé entre nous. Au lieu de s'excuser, tu attaques ta sœur. Il s'est tourné vers l'officier de police qui venait de s'arrêter dans l'allée. Officier, a dit mon père, sa voix assez forte pour que tout le quartier l'entende. Je veux signaler un vol. Ma fille a volé un héritage de 50 000 $, et je veux qu'elle soit poursuivie dans toute la rigueur de la loi. Je n'accepterai pas de criminels sous mon toit. J'ai regardé Ethan une dernière fois. Il se tenait près de ses parents, la tête baissée, les épaules affaissées. Il n'est pas venu à mes côtés. Il n'a pas dit un mot. Le piège avait fonctionné à merveille. Les lumières bleues et rouges de la voiture de patrouille ne se contentaient pas d'illuminer l'allée. Elles clignotaient contre les piliers blancs du manoir Vance comme un cauchemar récurrent. À Charleston, votre réputation est tout. Mon père le savait. Il ne voulait pas seulement que je parte. Il voulait que je sois effacé devant les personnes même qui comptaient le plus. Officier, je vous l'ai déjà dit, a dit mon père, sa voix atteignant cette tonalité parfaite du patriarche affligé. Le collier était dans son sac. Nous l'avons tous vu. Je ne peux pas. Je ne protégerai pas une voleuse, même si c'est ma propre fille. L'officier s'est tourné vers moi. Madame, vous avez le droit de garder le silence. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. J'ai regardé ma mère, Sarah. Elle ne me regardait pas. Elle jouait son chagrin pour la famille Caldwell. Maman,
S'il te plaît, ai-je murmuré, la voix brisée. Tu sais que je n'ai pas fait ça. J'étais dans la cuisine. Mia était près du buffet. Dis-leur. Ma mère a finalement levé les yeux, mais il n'y avait pas d'amour dans son regard. Chloé, arrête. Ne rends pas cela plus difficile en entraînant ta sœur dans tes problèmes. Mia n'a rien fait d'autre que d'essayer de t'aider, et c'est ainsi que tu nous remercies. Mia s'est alors avancée, son visage arborant un masque d'inquiétude fraternelle. Chloé, dis-leur simplement où se trouve le reste des bijoux. Peut-être que papa ne portera pas plainte si tu avoues. S'il te plaît, pour le bien de la famille. Ce fut le moment où j'ai réalisé que je combattais une architecture de mensonges qui avait été construite bien avant que le collier ne soit pris. Mais le vrai coup de grâce est venu d'Ethan. Je me suis tourné vers lui, cherchant l'homme qui avait promis de construire une vie avec moi. Il se tenait près de ses parents, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur le sol. Ethan, ai-je appelé. Il a levé les yeux et pendant une fraction de seconde, j'ai vu l'homme que j'aimais. Mais ensuite, son père a posé une main ferme sur l'épaule d'Ethan. L'expression d'Ethan a changé. Elle s'est transformée en doute. Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère en qui il avait accidentellement eu confiance. Il n'a pas parlé. Il est resté derrière la sécurité de l'ombre de sa famille, me laissant seul. Les menottes étaient froides, un contraste brutal avec la chaude nuit de Caroline du Sud. Alors que l'officier Miller me conduisait vers la voiture, les invités se sont écartés comme la mer Rouge. J'ai entendu les murmures. Une voleuse. Pauvre Robert. Il a toujours dit qu'elle était la plus difficile. Imaginez voler sa propre mère. J'ai passé les 6 heures suivantes dans une cellule de détention qui sentait l'eau de Javel et le vieux café. Je n'ai pas pleuré. Je me suis assise sur le banc en métal et j'ai regardé les graffitis, réalisant que ma vie était finie. Mon père ne m'a pas libéré sous caution. C'est l'avocat de la famille d'Ethan qui a fini par appeler pour dire que les fiançailles étaient officiellement annulées. Et ensuite, l'assistant de mon père qui s'est présenté pour abandonner les charges, mais seulement après que j'ai signé un document stipulant que je ne contesterai aucun héritage futur ni ne contacterai à nouveau la famille. Quand ils m'ont finalement relâché à 40 heures du matin, la ville était silencieuse. J'ai pris un taxi pour retourner au manoir, pensant que je pourrais au moins récupérer mon passeport. Mais alors que le taxi s'arrêtait devant le portail, je les ai vus. 2 sacs poubelles industriels noirs étaient posés sur le trottoir, juste à côté de la poubelle de recyclage. La porte d'entrée de la maison restait fermée. Aucune lumière n'était allumée. Je me suis approché des sacs, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient mes croquis, quelques paires de jeans, mes anciens manuels de design, et le prix que j'avais remporté au lycée, celui dont il ne s'était jamais soucié. Tout le reste avait disparu. J'ai levé les yeux vers la fenêtre de la chambre de mes parents. Un rideau a vacillé. Mon père regardait. Il avait rendu son verdict. J'étais morte pour les Vance. Je me suis assise sur le trottoir à côté de mes sacs poubelles, l'humidité du matin se déposant sur ma peau comme une seconde couche de chagrin. J'avais $46 dans mon sac à main et nulle part où aller. Mon fiancé était parti. Ma famille m'avait qualifié de criminel. Je me suis levé, j'ai agrippé le plastique lourd des sacs jusqu'à ce qu'il m'entaille les paumes, et j'ai commencé à marcher vers la gare routière. Je n'ai pas regardé en arrière. Il voulait que je ne sois rien. Très bien. J'allais prendre ce rien et j'allais le transformer en un fantôme qui les hanterait pour le reste de leur vie. Je vais faire une pause ici pour un court instant parce que j'ai besoin de vous demander quelque chose. Debout sur ce trottoir dans l'air humide du matin de Charleston, regardant mon existence entière emballée dans 2 sacs poubelles industriels, j'ai ressenti un silence si lourd qu'il semblait écraser mes poumons. Ce n'était pas seulement le calme de la rue. C'était le silence absolument creux d'être jeté par son propre sang. Mon propre père m'avait regardé dans les yeux et avait prononcé une peine de mort pour ma réputation. Tout cela pour protéger un mensonge qu'il avait aidé à créer. Ma mère avait joué son chagrin pour un public. Et ma sœur ne s'était pas contentée de me regarder tomber. Elle m'avait poussé, puis s'était tenue au-dessus de moi avec un sourire suffisant que je n'oublierai jamais tant que je vivrai. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette position, si vous avez déjà été celui qui a été sacrifié pour que quelqu'un d'autre puisse paraître parfait, je veux vous entendre. Si cette histoire résonne en vous, ou si vous avez déjà fait face à une trahison qui vous a donné l'impression de vous vider de votre souffle,
veuillez écrire le mot karma dans les commentaires dès maintenant. Montrons au monde que nous sommes une communauté de survivants qui ne se laisseront pas réduire au silence par des mensonges. Et si vous trouvez de la force dans ce voyage, assurez-vous d'avoir cliqué sur ce bouton d'abonnement et activé vos notifications pour ne pas manquer un seul chapitre de ce règlement de compte. Parce que pendant que ma famille était occupée à célébrer sa victoire, pendant qu'ils profitaient de la paix qu'ils avaient achetée avec ma misère, j'étais à des kilomètres de là, alimenté par un feu qu'ils ignoraient que j'avais. Ils pensaient m'avoir brisé. Ils avaient tort. Très tort. Restez avec moi parce que nous sommes sur le point d'arriver à la partie où la situation ne se contente pas de s'inverser, elle vole en éclats. Retournons à cette gare routière et au premier jour du reste de ma vie. Je suis arrivé à Savannah, en Géorgie, avec exactement 46 $ en poche et un cœur qui avait l'impression d'être passé dans une déchiqueteuse à papier. J'ai choisi Savannah parce que c'était assez loin de Charleston pour que les murmures ne puissent pas m'atteindre. Pendant les premiers mois, j'étais un fantôme. Je vivais dans une chambre qui était à peine plus grande que le dressing que ma sœur Mia avait pour ses chaussures. La transition a été brutale. Dans mon ancienne vie, j'étais une designer avec un avenir brillant. À Savannah, je n'étais qu'une fille de plus dans un studio humide au-dessus d'une laverie automatique. Mais alors que j'étais assise sur le sol de cette pièce lors de ma première nuit, regardant mes 2 sacs poubelles d'affaires, j'ai réalisé que j'avais 2 options. Je pouvais m'effondrer ou je pouvais grimper. Mes parents avaient déjà fait le travail de me briser. Je n'allais pas finir le travail pour eux. J'ai choisi de grimper. J'ai pris le premier emploi que j'ai pu trouver, une assistante junior dans un atelier local de rembourrage et de meubles. Pendant la journée, mes mains étaient couvertes de poussière, de chutes de tissu et de marques d'agrafes. La nuit, je m'asseyais à un bureau de fortune et je dessinais. J'ai conçu la vie que je voulais. J'ai conçu un monde où la valeur d'une personne ne se mesurait pas au poids d'un collier autour du cou de sa mère. Le monde du design ne se soucie pas de votre vie personnelle. Les plans ne s'arrêtaient pas parce que je pleurais dans une salle de bain partagée. Les journées de 18 heures de rédaction, d'appel à froid à des clients potentiels et de gestion de projet ne devenaient pas plus courtes parce que ma famille m'avait renié. Alors, j'ai arrêté de pleurer et j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé comme si ma vie en dépendait car, d'une manière très réelle, c'était le cas. Je me suis souvenu de quelque chose que ma grand-mère Eleanor avait l'habitude de dire. Elle m'avait dit que je lisais les espaces comme une architecte, voyant des motifs et des connexions que d'autres manquaient. Ce type de vision différent est devenu mon arme secrète. Pendant que les autres designers de la ville regardaient l'esthétique superficielle, je regardais l'âme d'une structure. Ma grande chance est venue lorsqu'un hôtel-boutique historique du quartier Starland faisait face à une rénovation désastreuse. Une entreprise haut de gamme d'Atlanta avait bâclé les plans, et le propriétaire était à quelques semaines de perdre ses permis. Je suis entré dans son bureau sans invitation avec un seul croquis dessiné à la main et mon blazer emprunté. Je ne lui ai pas dit que j'étais une Vance. Je ne voulais pas du poids du nom de mon père ou de la tâche des mensonges de ma mère. Vous voyez les murs, ai-je dit au propriétaire. Je vois la lumière qui est censée les frapper. Vous n'avez pas besoin de plus de marbre. Vous avez besoin de plus d'honnêteté. Il m'a engagé à l'essai. J'ai vécu sur ce chantier de construction. Lorsque l'hôtel a ouvert ses portes sous des critiques élogieuses, Aura Design and Development est né. J'ai construit mon entreprise sur une fondation d'intégrité, la seule chose que mon père ne pouvait pas acheter et que ma sœur ne pouvait pas voler. 3 années ont passé. Je n'étais plus la fille assise sur le trottoir avec des sacs poubelles. J'étais une femme qui avait construit un empire à partir de 46 $ et d'une promesse brisée. J'avais une équipe de designers, un magnifique bureau sur la rue Broughton, et une maison avec un Porsche qui recevait la lumière parfaite du matin. J'étais devenu quelqu'un que mes parents ne reconnaîtraient pas. Mais il y a un type de douleur spécifique qui ne s'estompe jamais complètement. Elle vit dans l'espace creux entre vos côtes, juste là où une famille est censée se trouver. Chaque fois que je signais un contrat de plusieurs millions de dollars, il y avait un éclair où je voulais appeler ma mère. Je voulais lui dire que je n'étais pas une voleuse. Je voulais entendre mon père dire ces mots que j'avais attendus toute une vie. Je suis fier de toi. Mais je n'ai jamais appelé. Je savais que les frontières ne sont pas des murs. Ce sont des portes. Je contrôlais qui les franchissait et à quelles conditions. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'étais devenu quelqu'un qui n'avait pas du tout besoin d'eux. Et il s'avère que c'est la réponse la plus dévastatrice de toutes.
J'avais 30 ans, j'étais la présidente directrice générale de ma propre entreprise, et je m'autorisais enfin, lentement, à être heureuse à nouveau. Je pensais que la guerre était finie. Mais il s'avère que la vérité a une manière patiente de se manifester exactement quand on en a le plus besoin. Et pour les Vance, la vérité était sur le point de franchir la porte de mon bureau sous la forme d'un appel désespéré et brisé. C'était un mardi pluvieux à Savannah, le genre d'après-midi où le ciel gris semble se presser contre les fenêtres de mon bureau au dernier étage. J'examinais les plans finaux d'un nouveau projet de restauration sur le front de mer lorsque mon assistant Marcus a fait retentir l'interphone. « Chloé, il y a un couple dans le hall. Ils n'ont pas de rendez-vous, mais ils sont. Eh bien, ils sont très insistants. Ils disent que c'est une urgence familiale. » Mon cœur a eu un étrange battement froid. Ont-ils donné un nom? Robert et Sarah Vance, a répondu Marcus. Je me suis figé. Cela faisait des années que je n'avais pas entendu ces noms prononcés dans un contexte qui n'impliquait pas de documents légaux ou de souvenirs amers. Je me suis avancé vers la porte en verre de mon bureau et j'ai regardé dans la zone de réception. Ils étaient là. Mais ils n'étaient pas les titans de la société de Charleston dont je me souvenais. Mon père, Robert, ressemblait à une version évidée de lui-même. Son costume, autrefois impeccable et sur mesure, semblait légèrement effiloché. Ma mère Sarah était assise sur le bord d'une chaise en velours, ses mains serrant un sac à main de créateur qui avait connu des jours meilleurs. Son visage était une carte routière de lignes de stress. J'ai ouvert la porte et je suis sorti. Marcus, c'est bon. Je vais les voir. Ils se sont tous les deux levés en même temps. Quand les yeux de mon père ont croisé les miens, j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais cru voir en lui. De la honte. Chloé, a-t-il soufflé, la voix grave. Mon Dieu, regarde-toi. Nous ne savions pas. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles tu étais dans le design, mais nous n'avions aucune idée que tu étais cette Chloé Vance, la propriétaire d'Aura. Que faites-vous ici, ai-je demandé, en gardant un ton clinique. Je ne les ai pas invités dans mon bureau. Je suis resté dans le hall, laissant la distance entre nous rester aussi large que les années où ils m'avaient ignoré. Nous avons besoin de ton aide, Chloé, a dit ma mère en s'avançant vers moi, les yeux remplis de vraies larmes. Tout s'effondre. L'entreprise familiale. La banque réclame les prêts. Nous sommes confrontés à la saisie de la maison. Et Mia, ai-je demandé, le nom ayant un goût de cuivre dans ma bouche. Mon père a détourné le regard, un muscle tressaillant dans sa mâchoire. Mia s'est impliquée avec certaines personnes. Des investisseurs. Elle nous a convaincus de mettre le manoir en garantie pour un projet de développement qui s'est avéré être une fraude massive. Elle essayait de surpasser tes anciennes fiançailles avec Ethan en nous rendant encore plus riches. Mais c'était un piège. Elle fait actuellement face à de multiples poursuites judiciaires et nous sommes sur le point de tout perdre. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, un rire creux s'échappant de mes lèvres. Alors, que je comprenne bien. L'enfant chéri. Celle qui ne pouvait rien faire de mal. Celle que vous avez protégée pendant que vous me jetiez au loup. Elle vous a ruiné. Chloé, s'il te plaît, a sangloté ma mère en tendant la main pour toucher mon bras. J'ai reculé et sa main est retombée dans le vide. Nous avions tort. Nous le savons maintenant. On nous a menti pendant des années. Nous avons découvert que c'est Mia qui avait pris ce collier. Elle l'a avoué lors d'une dispute le mois dernier quand l'argent a manqué. Elle l'a fait pour avoir Ethan pour elle seule. Mais il l'a quittée de toute façon une fois qu'il a réalisé qu'elle était instable. Vous l'avez découvert il y a un mois, ai-je murmuré, la colère remontant finalement à la surface. Et vous ne venez me voir que maintenant parce que vous êtes fauché. Pas parce que vous m'avez piégé. Pas parce que vous m'avez laissé passer une nuit dans une cellule, mais parce que la banque veut votre maison. Nous ne savions pas où tu étais, a argumenté mon père. Nous avons essayé de te trouver, mais tu avais si bien brouillé les pistes. Chloé, tu as les relations. Tu as le capital. Si tu signes simplement comme garante pour notre prêt relais, nous pourrons sauver le domaine. Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés. Ils n'étaient pas venus pour mon pardon. Ils étaient venus pour ma signature. Même dans leur ruine, ils me voyaient comme une ressource à utiliser, non comme une fille à aimer. J'ai une réunion dans 5 minutes, ai-je dit, ma voix aussi froide que le port de Charleston en janvier. Marcus va vous raccompagner.
Chloé, tu ne peux pas être sérieuse, a crié mon père. Nous sommes tes parents. Tu es une Vance. Non, ai-je dit en me retournant vers mon bureau. Je suis une designer, et je reconnais une défaillance structurelle quand j'en vois une. Tu n'as pas construit ta vie sur des fondations de vérité, Robert. Et maintenant le toit s'effondre. Je ne serai pas dessous quand il tombera. Je n'ai pas eu besoin de crier. Je n'ai même pas eu besoin d'élever la voix. J'ai simplement fouillé dans le tiroir de mon bureau et j'en ai sorti une petite clé de mémoire en argent. Mes parents ont regardé mes mains comme si je tenais une arme. Vous m'avez demandé comment je pouvais être si sans cœur, ai-je dit, ma voix stable alors que je branchais la clé à mon ordinateur portable. Mais la vraie question est, comment avez-vous pu être si méticuleux? Vous n'avez pas simplement trébuché dans un malentendu cette nuit-là. Vous avez construit une scène, vous avez écrit un scénario, et vous m'avez donné le rôle du méchant. J'ai tourné l'écran vers eux. Ceci provient de la caméra de sécurité cachée que j'avais fait installer dans la salle à manger une semaine avant les fiançailles. Je la voulais là parce que j'avais commencé à remarquer que des choses disparaissaient de ma chambre. Je pensais que c'était une femme de ménage malhonnête. Je n'ai jamais imaginé que c'était mon propre sang. La vidéo a commencé à jouer. Elle montrait la salle à manger vide quelques minutes seulement avant que la disparition du collier ne soit annoncée. Ma sœur Mia est entrée dans le champ. Elle ne pleurait pas. Elle était concentrée. Elle a plongé la main dans sa propre poche, a sorti le collier en diamant, et l'a glissé profondément dans la poche latérale de ma pochette en soie. Ensuite, la caméra a filmé mon père, Robert, entrant dans la pièce. Il ne l'a pas arrêté. Il n'a pas halté. Il s'est penché et lui a murmuré quelque chose, lui tapotant le dos avant qu'ils ne sortent tous les deux pour rejoindre les invités. Le silence dans mon bureau était absolu. C'était le genre de silence qui se produit quand le sol se dérobe sous vos pieds. Ma mère Sarah a laissé échapper un son étranglé. Mon père a regardé l'écran, son visage prenant une teinte grise fantomatique. J'ai cette vidéo depuis 3 ans, ai-je murmuré. Je l'ai regardée chaque nuit pendant les 6 premiers mois. Vous ne vouliez pas seulement que je parte. Vous me vouliez briser pour que Mia puisse avoir le monde d'Ethan. Vous avez échangé votre fille contre une connexion sociale qui n'a même pas duré. Chloé, nous ne voulions pas que ça aille si loin, a balbutié mon père. Tu as appelé la police, papa. Tu es resté là et tu les as regardés me mettre les menottes. Tu voulais que ça aille exactement aussi loin. La seule chose que tu n'avais pas prévue, c'est que j'y survive. J'ai regardé mon père, dont la fierté s'était finalement transformée en un tas de cendres, et ma mère, qui cherchait une fille qu'elle avait jetée comme un déchet des années auparavant. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne les détestais plus. La haine demande de l'énergie, et j'avais dépensé toute la mienne à construire une vie à laquelle ils n'étaient pas invités. Je ne vous verrai pas au tribunal, ai-je dit, ma voix aussi calme que la marée du matin. Je ne suis pas intéressé à détruire ce qui reste de vos vies. Mais je ne suis pas non plus intéressé à être votre sauveur. Vous avez choisi les mensonges de Mia plutôt que ma vérité. Maintenant, vous allez devoir vivre avec les conséquences de ce choix. La banque fera ce qu'elle a à faire. J'ai ouvert la porte de mon bureau, la lumière du couloir y pénétrant. Je ne suis plus la fille que vous avez mise à la porte avec des sacs poubelles. Je suis la femme qui vous a survécu. Si vous voulez réparer cela, ne demandez pas mon argent. Demandez mon pardon. Et sachez qu'il faudra beaucoup plus de temps que quelques heures de désespoir pour le mériter. La vérité n'expire pas. Peu importe si cela prend 5 jours ou 5 ans. Elle a une manière patiente de se manifester exactement quand on en a besoin. Merci d'avoir parcouru ce voyage avec moi. Si cette histoire vous a rappelé que votre valeur n'est pas déterminée par les personnes qui n'ont pas réussi à la voir, alors mon travail ici est terminé. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, et de me faire part de vos réflexions dans les commentaires.